Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mara Libya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. En ce samedi 4 mars, la rétro-info de la semaine, on va revenir bien évidemment sur la mobilisation et la colère des syndicats contre le projet de loi du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le droit syndical en danger, c'est le premier titre de cette émission, première partie. En deuxième partie, nous reviendrons bien évidemment sur l'agriculture algérienne avec un optimisme qui dépasse toutes les limites d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien. On reviendra sur notamment cette autosuffisance pour 2024. Il espère une autosuffisance en 2024. On verra aussi comment le ministre du Commerce, M. Rezig, nous parle donc d'une exportation de 70 000 tonnes, notamment de fruits et légumes à l'étranger. La diplomatie algérienne, est-ce qu'il y a une réelle stratégie pour le pays ou est-ce que la diplomatie algérienne navigue à vue? On essaiera de comprendre dans ce contexte de géostratégie où il y a le balai des limousines, où l'Algérie est très courtisée, en tout cas son pouvoir, avec toutes ces arrivées, ces retours de ces diplomates, de ces ministres, de ces présidents et présidentes, des chefs d'État. Nous essaierons de comprendre en quoi et comment l'Algérie peut-elle être gagnante, notamment dans cette malheureuse crise géostratégique, puisqu'on le rappelle, vu que la Russie est entrée en conflit avec l'Ukraine le 24 février 2022, ça fait déjà plus d'1 an. Et puis on terminera, bien évidemment, mais tout est lié, vous allez le comprendre, puisque on essaiera aussi en fin d'émission de rendre hommage à ces détenus, à la liberté d'expression, et on reviendra sur notamment le cas du militant Zaki Hanesh qui a été condamné à 3 ans de prison par contumace avec un mandat d'arrêt international. On rappelle que Zaki Hanesh est actuellement en Tunisie. La question qui se pose suite à l'affaire Amira Bouaoui, est-ce que le président tunisien voudra-t-il se racheter envers son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour lui mettre d'entre les mains le militant Zaki Hanesh qui est actuellement exilé en Tunisie? Le plaisir de l'avoir sur le plateau. Hassan Hirej, docteur en économie, analyste politique, et je vous rappelle que Slimane Azem, blessure et résilience, c'est toujours disponible aux éditions de l'Harmattan. Hassan Hirej qui rend hommage à ce compositeur, cet artiste, ce poète qui a chanté l'amour, l'exil, la révolution, entre autres. Hassan Hirej, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Slimane Azem a été le premier surtout à chanter la philosophie politique. Exactement, entre autres, et il demeure et il vit encore à l'intérieur de plusieurs foyers un peu partout, bien sûr, en Algérie, en Kabylie, mais aussi énormément en France et en Europe. Il va venir nous rejoindre, il est peut-être avec nous, Athman Mazid, qui va venir nous rejoindre, militant politique par Skype. Donc on va échanger aussi avec Athman Mazid dans un instant, on va passer ces quelques minutes ensemble. Il y a 4 grosses actualités, mais on va essayer effectivement de répondre à certaines questions dans les grandes lignes, mais essayer d'avoir quelques éléments de réponse avec nos invités. Hassan Hirej, on va commencer avec vous. En début de semaine, donc, c'était les syndicats qui protestent contre la violation des droits syndicaux, notamment en Algérie. Ils étaient une trentaine, l'éducation, la santé, la poste, la solidarité, l'administration, aussi les transports, ainsi que les imams et les travailleurs des affaires religieuses qui ont lancé donc une grande grève mardi dernier. Ils sont mécontents, pour eux, le droit de grève, le droit syndical est en danger. Alors que le pouvoir algérien nous parle plus d'une réorganisation, peut-être d'une mainmise quant à l'annonce de la grève, à l'organisation aussi peut-être d'un syndicat. Il n'est plus question aujourd'hui de se réunir à 2, 3, 4 camarades et puis à essayer de monter un parti politique ou un syndicat. Comment vous analysez cette réforme? Est-ce que ça rejoint plus cette dynamique de cadrer les médias, de cadrer la politique, de cadrer les associations, de cadrer les syndicats, donc de réprimer? Ou est-ce que c'est plutôt un élément positif et un soutien du président Tebboune? Je ne connais pas exactement les termes de la réforme, donc il m'est difficile
d'analyser exactement ce qu'il en est au niveau de cette perspective. Ce que j'observe, c'est que malheureusement, il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de vie syndicale, il n'y a pas de vie associative, il n'y a pas de vie intellectuelle, etc. Dans notre pays, et surtout depuis un certain nombre de mois, voire d'années, depuis que Abdelmajid Tebboune a pris le pouvoir. Je ne dis pas que c'est Abdelmajid Tebboune en personne qui bâillonne la société, qui bâillonne les organisations de quelque nature qu'elles soient. Ce que je dis, c'est que c'est sous son autorité que des décideurs, qu'ils soient civils, militaires, qu'ils soient dans la fonction publique, qu'ils soient dans d'autres fonctions, malheureusement, ces décideurs œuvrent dans le sens de l'amenuisement des libertés individuelles et des libertés publiques. Donc, personnellement, je m'inquiète pour mon pays, parce qu'un pays qui n'a pas de contre-pouvoir, que ce soit au niveau donc des partis politiques, des associations, des ONG, etc., et un patronat qui n'a pas non plus de contre-pouvoir au niveau syndical, et un pays qui est sorti du parti unique, qui est sorti du syndicat unique, et qui a tendance à y retourner, cela est inquiétant évidemment pour le présent et le futur de l'Algérie. Donc au niveau du principe, ma réponse est celle-là. C'est que je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, dans la mesure où depuis quelque temps, on n'est malheureusement pas habitué à avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne les libertés individuelles et les libertés publiques. Athmane Mazid, bonsoir. Bonsoir Shaiban, merci pour l'invitation et mon bonjour à l'équipe d'El Magharibiya ainsi qu'à ton invité et tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'El Magharibiya en France, en Algérie et ailleurs dans le monde. Merci Athmane. Merci cher Athmane Mazid d'être avec nous, militant politique. Première actualité dominée notamment en Algérie sur laquelle nous sommes longuement revenus. C'est cette volonté, alors après les médias, mais aussi après les partis politiques, les associations aussi ont pris cher. Certaines ont été dissoutes officiellement, notamment Rage dernièrement par exemple. En tout cas là, il s'agit de ce projet de loi concernant les syndicats. Le président Tebboune a clairement dit qu'il reconnaissait donc que le droit de grève, le respect de la constitutionnalité des grèves et des protestations, ça il le reconnaît. Par contre, il dit clairement, pour lui, voilà, il a besoin de cadrer, il faut réorganiser, il faut encadrer, il est hors de question voilà, de proposer des grèves comme ça quand les syndicats le souhaitent, ne plus s'organiser aussi lorsqu'on souhaite mettre en place un syndicat. Pour vous, quelle analyse vous faites? Est-ce que c'est vraiment le souhait vraiment de cadrer, d'organiser, de mettre plus de moyens aux libertés d'expression, donc notamment des syndicats, ou comme le disait Stada Yamina Marraoui, qui est une grande syndicaliste, une femme de longue expérience, qui disait que là, voilà, c'était encore une fois, l'objectif c'était vraiment de réprimer. D'ailleurs, elle évoquait encore plusieurs militants et syndicalistes qui sont encore derrière les barreaux parce qu'ils ont souhaité militer. Tout d'abord, c'est systématique à chaque fois qu'on entend celui qui a été désigné président des Algériens, systématiquement à chaque fois qu'on l'entend et qu'il nous déclare qu'il reconnaît des droits, systématiquement à la suite, il y a un commentaire qui dit oui, mais il y a des droits, mais il y a systématiquement un mais. Et ce mais, c'est ce mais-là que les Algériens veulent arrêter, auquel ils veulent mettre fin. Nous voulons un état de droit. Et donc dans un état de droit, il y a des droits. Et si à ces droits, on applique des règles, comme ce que veut imposer ce système. Imposer des règles. Les règles, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire que
si on impose, soit il y a des droits qui sont reconnus et dans un contexte donc qui sont appliqués et que tout le monde sait, que tout le monde connaît et que tout le monde applique, il n'y a pas lieu d'imposer des règles puisque ces règles, elles sont définies par un individu et elles sont au bon vouloir. Donc s'il y a des règles qui s'appliquent au-dessus des lois, il n'y a plus de loi. Voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais ce que je comprends, c'est que soit il y a un droit syndical, soit il y a un droit de vote, soit il y a un droit de manifester, soit il y a un droit d'exprimer la liberté d'expression pour les journalistes, le droit de manifester pour le citoyen, le droit de vote aux citoyens, la liberté d'entreprendre, etc. Et ça, c'est défini par les lois. Les lois se changent, mais les règles, quand on impose comme ça systématiquement des règles, c'est qu'on marche, on piétine le droit. Et les syndicats aujourd'hui, tout comme d'autres corporations, d'autres groupements sociaux, d'autres formes d'organisation de la société, que ce soit les associations, les regroupements, les corporations de journalistes, les citoyens, les Algériens, parce que alors on parle de citoyens, mais en Algérie, la citoyenneté n'est pas reconnue. Voilà, il n'y a pas de citoyens algériens. Il y a des Algériens, oui. Mais il n'y a pas de citoyens algériens puisque cet État refuse les droits minimaux aux compatriotes, aux natifs en Algérie et qui n'ont pas de droits. Si on n'a pas de droits, on n'est pas citoyen. Les droits, oui, bien sûr. Systématiquement, à chaque fois qu'il les parle de droits, il les réduit immédiatement après. Et oui, mais il y a cela et cela. Ce sont des cas particuliers. On ne fait pas, on ne gère pas un pays avec en prenant des exceptions, systématiquement en prenant l'exception comme une règle. Qu'il y ait des écarts, oui, bien sûr, il peut y avoir des écarts dans les manifestations, il peut y avoir des écarts dans les formes de revendication, etc. Mais ça, c'est marginal. Merci Atman. Je reviens à Atman Mazid. Je reviens à vous dans un instant. Alors, je rappelle qu'il y a plus de 30 syndicats, je vous le disais tout à l'heure, qui ont lancé donc une grande grève mardi dernier pour dénoncer ce qu'ils ont, eux, décrit comme une menace pour les libertés syndicales et pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il retire complètement le projet de loi. Chef du syndicat professionnel de la santé qui est très connu, Santé publique, Elias Mourabit, qui a également souligné la nécessité d'un dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour parvenir à un accord satisfaisant. Notamment les syndicats indépendants et les autres syndicats affiliés doivent être entendus. Hassan Hallech, alors vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu ou d'autres éléments, mais il y a aussi cette problématique de légitimité. En Algérie, on entendait en tout cas du pouvoir du président, du pouvoir actuel avec le peuple, avec les partis, les associations. On entendait des invités cette semaine sur nos plateaux qui nous disaient effectivement, il n'y a pas de rencontre, les syndicats n'ont pas d'échange concret, même si selon le gouvernement, tous les syndicats ont été écoutés. C'est aussi ça, c'est une question qui se pose aujourd'hui, cette légitimité pour pouvoir travailler ensemble, trouver des consensus, des solutions, des amendements. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation au préalable, en amont, avant de pondre n'importe quelle loi. Je m'excuse des termes auprès des téléspectateurs. Il faut quand même s'intéresser aux gens concernés. Qu'est-ce qu'ils en pensent, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils en disent, et quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., comment ils comptent s'organiser, et quels sont les éléments des lois qui existent, parce qu'il y a des lois au niveau, évidemment, de l'organisation syndicale. On est sorti
encore une fois, de l'UJTA, qui était syndicat unique, qui était aux ordres, qui était soumis à l'exécutif, qui était une véritable, en fait, organisation politico-syndicale qui n'a absolument rien à voir au niveau syndicat réel, mais c'était une force de pression, une force d'appoint pour l'exécutif. Donc aujourd'hui, si la présidence veut retoucher les lois qui ont été élaborées suite justement à la possibilité de création de syndicats indépendants, eh ben, il aurait fallu au moins une année, voire 2 ans auparavant, une concertation élargie. Et puis, non seulement avec les syndicats, mais aussi avec des hommes politiques de l'opposition, avec des experts et tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu une seule fois qu'il y ait eu au préalable des concertations et des dialogues qui puissent conduire à quelque chose de serein, à un syndicat véritable qui défende les intérêts matériels, moraux. C'est possible avec ce pouvoir. On remet beaucoup en question le manque de projets politiques, économiques. On va parler de diplomatie dans quelques instants parce qu'une bonne diplomatie, c'est aussi avoir un projet et ne pas naviguer à vue. Avec ce système, ce pouvoir en place aujourd'hui, ce manque de légitimité, est-ce que les éléments que vous évoquez effectivement, est-ce qu'ils sont possibles actuellement en Algérie? Est-ce que c'est possible avec ce pouvoir? Je dis que c'est possible avec tous les pouvoirs. Maintenant, c'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, la volonté politique n'existe pas. C'est-à-dire, elle existe, mais elle ne va pas dans le bon sens. La volonté politique que j'observe aujourd'hui, malheureusement, elle va à l'encontre des libertés au sens large du terme. Des libertés d'aller et venir, des libertés associatives, syndicales, intellectuelles, etc. Quand on observe que même un café littéraire peut être interdit sur un sujet totalement banal, moi, je suis plutôt inquiet de ce qui se passe. Donc oui, le pouvoir, il peut opérer un virage et se dire, écoutez, finalement, le modèle chinois, c'est la coercition. On voit très bien ce qui se passe. Il y a des millions de gens qui sont complètement dans la misère. Quand on voit, par exemple, tous les musulmans, les millions de musulmans qui sont réprimés de façon féroce, dont leurs leaders sont torturés et dont les enfants sont emmenés dans des camps de redressement en Chine. Quand je vois comment les hommes de l'opposition en Russie sont complètement embastillés, quand je vois comment Erdogan se comporte avec les Kurdes et se comporte avec l'opposition, je me dis que ces régimes-là, qui sont les modèles malheureusement du pouvoir algérien, on n'est pas sur la bonne voie. Voilà, donc l'Algérie devrait avoir sa propre voie, mais elle doit l'avoir évidemment dans le respect de l'Algérien qui a donné énormément de ses fils pour que justement le pays vive libre, pour que le peuple vive libre. On a assisté à l'indépendance du pays, mais à la soumission du peuple juste après 62. Donc il y a quelque chose d'incohérent là-dessus. Merci Hassan Halash. On va passer à Ahmed Mazid est avec nous, vous pourrez réagir derrière si vous voulez ajouter un élément de réponse concernant notamment ce droit des libertés, notamment auprès des syndicats en Algérie. On va revenir aussi sur cette deuxième actualité, l'optimisme, les chiffres, les éléments positifs au sein de l'agriculture algérienne, notamment par le président algérien. On va revenir notamment sur ces 25 milliards de dollars générés autour de l'agriculture. Donc pour le président, c'est une grande première, à comparer même des 23 milliards de dollars, notamment autour du pétrole. Et on se retrouve tout de suite après. نحن نشجع في الإنتاج الوطني. أنا قلتها ونزيد نقولها أول مرة أول سنة منذ الاستقلال ولها المغزى نتاعها والمعنى نتاعها. أول مرة الفلاحة
تفوق الانتاج، تفوت المداخل تاع البترول. هذه الاجانب ما يتكلموش عليها، ما تساعدهمش. في لها دخلت 25 مليار، ما يقارب 25 مليار دولار. Voilà, de retour sur le plateau de Microscope, on va parler bien évidemment agriculture ce soir avec les annonces du chef de l'État algérien cette semaine, donc qui est plutôt optimiste, plutôt positif. Atman Mazid, je vais commencer avec vous sur cette actualité. Là, en 2020, il parlait donc de ces 25 milliards de dollars générés par l'agriculture. On pourra aussi évoquer tout à l'heure, on l'écoutera dans un instant d'ailleurs, sur l'autosuffisance. Il dit clairement, il l'espère. Comment vous évoquez un peu ces éléments qu'il apporte? Est-ce certains parlent plutôt d'un président qui maîtrise pas spécialement ses dossiers, qui est plus dans la culture de l'à peu près et du mensonge? Certains disent qu'il y a un réel optimisme. D'abord, quand vous entendez notamment ces chiffres. Alors, ces chiffres, on pense que l'interprétation ou le commentaire de l'actualité fait l'actualité ou construit le réel. On est dans un système orwellien où le discours se substitue à la réalité. C'est le discours qui se substitue à la réalité. Et il faut croire, non pas ce que l'on voit, mais ce que l'on entend. Et ces individus devraient réfléchir, et non pas comme le dit Gustave Le Bon, ce sont des individus qui ne réfléchissent pas avant de parler et qui découvrent ce qu'ils pensent après avoir écouté ce qu'ils ont dit. Voilà. Ce sont ces individus-là. C'est un discours uniquement, comme on a l'habitude de l'entendre, de ressasser des litanies tout le temps, et la réalité, l'économie, les 25 milliards ou 250 milliards d'agriculture ou quoi que ce soit, quel que soit le chiffre, la réalité, c'est celle que vit l'Algérien, c'est celle que vivent tous les Algériens lorsqu'ils vont au marché et qu'ils rentrent avec un fond de panier qui ne suffit pas à nourrir la famille. C'est ça la réalité. Après, les chiffres, on parle de chiffres, d'ailleurs on ne sait plus des milliards de dollars, de dinars, etc. On ne sait plus les taux de conversion, etc. Je ne suis pas économiste. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. C'est le quotidien des Algériens. Et le quotidien des Algériens, il n'y a pas... Ce n'est pas à la télé qu'il s'exprime, ce n'est pas à la télévision que nous avons une réalité, que nous voyons la réalité du quotidien des Algériens. Merci Atman Mazid. On va, avant de donner la parole à Hassan Helach, donner des éléments aussi, et puis il est important d'écouter le président algérien, qui nous parle ici d'une autosuffisance d'ici 2024-2025. Il est déjà même après les présidentielles qui s'annoncent. Il espère. Alors une question aussi qui se pose, est-ce qu'il doit maintenant plus poser des caps, réaliser, avoir des éléments précis, ou est-ce que c'est un président qui court plutôt vers l'avenir et qui est là pour espérer? On écoute cette séquence. ما نشبعد بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعد. خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لأن قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. إذا ما وصلنا السنة إن شاء الله 2024 2025 باكتفاء. Et une troisième annonce là avec Blinken, représentant américain. Le président algérien qui est très optimiste, Hassan Helach, écoutez bien, qui dit qu'on est capable de produire pas loin de 30 millions de tonnes de blé. On est quasiment prêt, c'est possible. Et puis dans quelques propos plus tard, il évoque même le fait que l'Algérie pourrait demain subvenir aux besoins de l'Afrique. Nous avons de très très grands projets structurants
pour le pays. Premier projet, c'est reprendre notre agriculture, parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de session. On peut le faire. C'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions. Et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Hassan Hairaj, très optimiste, hein, le président, et puis bien dans ses baskets. Hein, il est clair, hein, l'Algérie est prête, et pourquoi pas, encore une fois, hein, si c'est démontré, on le souhaite, hein, que cette Algérie, à l'ère de l'industrialisation, du numérique, puisse demain fournir, donc fournir notamment, par exemple, en termes de blé, l'Afrique. D'abord, sur la première séquence, est-ce que c'est un président depuis 3 ans qui réalise, où il y a des projets, ou est-ce qu'il est toujours là, peut-être à espérer ou à courir vers l'avenir quand on l'entend sur ces éléments-là qui sont précis d'ailleurs? Moi, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas propre à l'Algérie. Tous les pays autoritaires, à système autoritaire, évidemment, trichent sur les chiffres, trichent sur un certain nombre de réalités du pays, etc., font des annonces qui sont beaucoup plus de la propagande, etc. Maintenant, je ne suis pas là pour dénigrer pour dénigrer. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand on veut parler d'un secteur, quel qu'il soit, en l'occurrence, il s'agit de l'agriculture, c'est qu'au lieu d'annoncer justement le nombre de millions de tonnes qui vont être produites, etc., j'aurais voulu que Abdelmajid Tebboune annonce le volume des investissements. Qui nous disent quel est le volume d'investissement dans la semence, dans la mécanisation, dans la formation. Un échéancier, réalisation. Absolument, dans la protection des terres arables, dans la mise en valeur justement des terres qui ont été complètement bétonnées, délaissées, etc. Quelle est la part, par exemple, de tout ce qui concerne la partie blé, la partie agrumes, la partie, comment dirais-je, animal, ainsi de suite. Je veux dire, le chiffre ne veut absolument rien dire. Donc quand on annonce, par exemple, là, je ne sais pas combien de millions de tonnes de blé, il dit bien qu'on va arriver. Il n'a pas donné le chiffre actuel. On aurait voulu avoir le chiffre de 2022 ou au moins celui de 2021. Mais bon, il me semble que ce n'est pas cela la préoccupation, c'est juste comme ça de la poudre aux yeux, malheureusement. Moi, je considère effectivement que l'indépendance d'un pays, c'est d'abord l'indépendance alimentaire, parce que effectivement, on en arrive aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on comprend par exemple comment le blé, le manque de blé peut affamer un certain nombre de peuples, et l'Algérie est en difficulté de ce côté-là. La preuve en est qu'elle s'est tournée cette année vers la France, vers le blé français. Donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent dans ce que j'entends. Mais en termes de communication, avant de donner la parole à Ahmed Mazid sur cette actualité, il est face à l'Amérique et il dit, en plus, bon, d'abord, il faut savoir que les spécialistes parlent plus de 2 millions de tonnes de blé en production, mais à chaque fois, il est assez clair. On a ministre des Commerces aussi qui nous annonce cet export de 70 000 tonnes. Il y a cette autosuffisance où on l'a entendu. Est-ce que demain l'Algérie est prête à être... est-ce que dans la communication, est-ce que dans la forme, vous le disiez, hein, il manque d'éléments, est-ce qu'à un moment donné... Elle dépend en tout cas de 60% des importations de l'étranger. Bon. Voilà. Ça, c'est les chiffres de 2022 qu'on retrouve un peu partout. Donc, à partir du moment où l'Algérie dépend de 60% au niveau de ses importations de blé, quelles sont les possibilités, notamment avec les conditions climatiques que l'on connaît aujourd'hui? Je ne sais pas combien d'années où il ne pleut pas suffisamment, où les
comment dire, les plaines ne sont pas arrosées. Alors, par quel miracle nous pouvons non seulement diminuer les 60%, mais en plus produire du blé en supplément pour les autres, de façon à pouvoir le vendre. Avec les problèmes c'est une équation que je ne comprends pas en tant qu'économiste. Je vous reconnais bien, et puis sans compter les problématiques aussi qu'il y a autour de l'eau, hein, parce que quand on produit pour les autres, il y a tout un système derrière. Une réaction, Ahmed Mazid, sur cette actualité. On a entendu ici le président algérien nous parler d'autosuffisance, le ministre des Commerces parle de 70 000 tonnes, notamment d'export de fruits et légumes, et puis il a dit clairement que d'ici quelques semaines, l'importation de semences, c'était fini. Ça veut dire que l'Algérie serait capable demain de faire face aux pénuries de semences en Algérie. Pareil sur ces annonces et puis ces contenus, ça... Voilà, sur une Algérie, vous le disiez, c'est intéressant d'ailleurs, hein, on le voit, hein, les prix qui sont en train de monter, le pouvoir d'achat est en baisse. Veille de Ramadan, on a des tarifs qui dépassent toutes les limites pour le quotidien des Algériens. Oui, la réalité rattrape rapidement tous les discours et les balaie très très rapidement. Ces discours ne tiennent pas la route. Il suffit de les confronter à la réalité. Monsieur Tebboune, une fois qu'il est rentré, une fois qu'il a débité des discours d'ailleurs qui n'ont ni queue ni tête, aucune cohérence, aucune réalité, aucun projet palpable. Si ce n'est des litanies, des Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Nous sommes des croyants. Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais... Un des principes de la foi, c'est Aqidha wa tawakkal. Aqidha wa tawakkal, c'est-à-dire fais et compte sur Dieu. Mais compter simplement à faire une politique, construire l'avenir d'un pays sur simplement, Inch'Allah, sans aucune prise sur le réel, sans aucune action pour changer, pour avoir un effet sur la réalité, sur la dynamique, créer une dynamique de changement. Inch'Allah, je suis au regret en tant que musulman de dire que ça ne suffit pas pour insuffler quelque chose, un progrès, une évolution, que ce soit sur le plan économique, spirituel, intellectuel, philosophique, économique, industriel, ou peu importe le domaine, c'est l'action. C'est l'action. On ne substitue pas l'action à la litanie et à la prière à l'action. Voilà, merci. Un mot peut-être pareil sur la forme. On l'entendait dernièrement qui disait que 80% notamment des secteurs et puis alors je sais plus, des problèmes, j'ai oublié le mot, étaient réglés. En Algérie, ça va me revenir. Là, il fait quand même des annonces auprès de hauts responsables d'État. On a aussi un ministre des Commerces qui fait des annonces en disant voilà, c'est terminé l'importation de semences. L'Algérie, on pourra y faire face. D'ailleurs, il y a même, je crois, une loi qui devrait passer en disant stop, on n'importe plus les semences sur la forme. Alors effectivement, vous revenez sur ce terme d'Inch'Allah qui est magnifique, mais c'est vrai que pour un homme politique, on n'est pas là vraiment pour espérer, on est là pour passer et préciser des caps, des échéances, des éléments de réponse concrets pour dire aux Algériens, ça va aboutir. Du coup, comment vous le voyez ce président quand il fait ces annonces comme ça? Il est dans un autre monde, il n'a pas les éléments, il est mal soutenu, mal accompagné, il est perdu. Écoutez, moi j'ai écouté son discours, j'ai fait l'effort de l'écouter. Bon, j'ai pas pris le temps. Moi, je l'ai écouté en accéléré pour quand même me dispenser de l'écouter pendant toute la durée de son discours. Donc, je l'ai accéléré, je l'ai abrégé un petit peu. J'ai écouté en vitesse accélérée et je l'ai entendu parler de la numérisation de l'économie. Quand il parle de numérisation de l'économie et que dernièrement, il y a quelques jours, un site d'information, l'APS,
un site d'information, hein. C'est pas une banque, c'est pas un site économique, un site marchand ou dans lequel il y aurait des données à pirater pour en tirer un quelconque profit économique. Non, un site d'information. L'APS s'est retrouvé bloqué pendant plus de 48 heures à ma connaissance. Un simple site d'information s'est retrouvé bloqué quand les gens, à toutes les sessions du baccalauréat, il n'y a plus Internet sur tout le territoire national, simplement parce qu'il y a un examen qui est passé pour essayer, soi-disant, de contrer les tentatives de fraude. Je me demande quelle est sa vision de la numérisation de l'économie et du passage aux start-up, et à chaque fois qu'il parle d'économie, il parle de start-up. On croirait entendre Macron, avec tout le décalage, exactement comme parle Macron de start-up, la Start-up Nation. Et le résultat de la Start-up Nation, on le vit, vous et moi et d'autres le vivons aujourd'hui en France, nous voyons le décalage entre tous ces projets mirobolants, et cet appel à la modernité que personne ne refuse. Tout le monde veut que son pays se modernise, accéder aux nouvelles technologies, etc. Mais il y a un décalage entre la réalité, la mise en place de cette modernité et l'ouverture vers la modernité et la réalité de l'économie, de ce système qui n'est pas une production nationale. Ce système, comme un outil au service du peuple, il n'a pas été conçu par le peuple. Ce système en place en Algérie, comme n'importe quel outil, quand vous allez acheter un vêtement, vous achetez un vêtement à votre taille, vous ne l'achetez pas suivant la taille de votre voisin. Vous achetez un costume ou un vêtement à votre taille. Ce système n'est pas adapté au peuple algérien. Il a la seule vocation pour laquelle il a été conçu en 1962, c'est la pérennité de ceux qui l'ont institué et qui l'imposent aujourd'hui aux Algériens en prétendant qu'il est à leur service. Merci. Ce système n'est pas au service des Algériens, il est au service de la reproduction et de la pérennité de ce système en place depuis 1962. Merci Atman Mazid. On va passer à l'actualité suivante. On va parler de diplomatie. Je voudrais qu'on diffuse ce tweet d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je crois que vous l'avez diffusé sur vos réseaux sociaux. Voilà, bon, il dit clairement, alors il était au Gabon cette semaine, il est en Afrique. Voilà, consacré notamment à un sommet pour la protection des forêts. Emmanuel Macron sur ce tweet qui dit: pour répondre aux défis de l'Angola, la France en tant que partenaire se mobilisera dans la durée dans le domaine de la production agricole, entre autres. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il a dit clairement que l'ère, et Hassan Herash et Atman Mazid, je vous pose cette question, une réaction vraiment en 2 petites minutes, mais l'ère de la France-Afrique est révolue quand on connaît cette mainmise tout de même et de ses relations, cette mainmise ou peut-être cette pseudo-colonisation, parce qu'il y en a encore qui pensent que la France joue un rôle important pour diriger certains pays d'Afrique. Mais on va juste remettre cette image, chers amis, chers collègues en régie, et on a le président français, voilà, c'est son tweet, qui est monté sur une estrade devant tout le monde. Voilà, je voulais vous faire réagir parce que à la fois l'ère de la France-Afrique est terminée, mais à la fois on a cette photo, ce tweet, une réaction, peut-être sur cette photo, on a le président français qui est vraiment sur une estrade devant tout le monde, mais est-ce que l'ère de la France-Afrique s'est terminée, Hassan Herash? Je crois que ce sont les actes et l'avenir qui nous le dira. Les bonnes intentions ne sont pas forcément des engagements. Donc, il faut juger aux actes. Et j'observe en tout cas que la France a perdu beaucoup de terrain en Afrique, pas seulement, mais surtout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Il est évident qu'au niveau des marchés, au niveau de l'armement, au niveau même
de la sécurité des gouvernements, etc., où il était vraiment impliqué dans un certain nombre de pays, la France a perdu beaucoup au profit de la Russie, de la Chine, de la Turquie notamment. Et donc là, il est parti pour reprendre du terrain. Après, il est évident que personnellement, je préfère évidemment un partenariat stratégique avec une France évidemment revenue à de bonnes intentions plutôt qu'avec des dictatures, parce que avec des dictatures, on peut rien contrôler. Au moins, en France, il y a des contre-pouvoirs, il y a une presse libre, il y a des Algériens qui sont très nombreux ici. On peut toujours protester, on peut toujours dénoncer, on peut toujours suivre des affaires qui se tiennent entre les deux pays. Mais il est très difficile de le faire avec la Turquie, la Chine ou la Russie. On l'a vu partout où ces pays-là se sont implantés, malheureusement, et ils sont plutôt là pour soutenir les dictatures plutôt que de transférer les technologies ou de participer à l'émancipation des peuples concernés. Atmal Mazid, une réaction sur cette photo, et je voudrais juste après qu'on passe sur l'Algérie puissante, bien sûr, mais on va essayer de comprendre est-ce que réellement elle a tout à gagner dans cette crise. Cette photo que vous avez postée, elle vous a surprise, choquée. On a le président français monté sur une estrade. Oui. Enfin, pas la photo particulièrement. Moi, je l'ai republié parce que je l'ai trouvé le comble du comble. C'est vraiment l'hubris. C'est vraiment la désinvolture avec laquelle je l'ai trouvé. Elle a été publiée, comme j'ai fait une capture d'écran, sur le site d'Emmanuel Macron. Donc c'est Emmanuel Macron en personne qui l'a publiée sur Twitter. Il a tweeté cette photo sans se rendre compte, sans prendre conscience de l'image qu'il renvoie. En parlant, voilà, c'est exactement, et tout à fait, et nous sommes, l'Algérie et la France, sur des voies parallèles. Nous sommes exactement à l'image, on se regarde dans un miroir. L'État algérien et l'État français se regardent dans un miroir. Ils se miment, ils appliquent les mêmes procédés, les mêmes politiques, exactement la même. À croire que on aurait un seul centre de décision, que ce soit en France ou en Algérie. Comment dire que l'ère de la France-Afrique est révolue et publier en personne cette photo qui dit tout le contraire? C'est un détachement, complètement une ignorance de la réalité, une ignorance de la perception du citoyen, de l'Algérien, du Français et des autres peuples africains auxquels il adresse son discours. Merci. Aujourd'hui, il va en Afrique, après avoir pendant des années prétendu les défendre du terrorisme. Aujourd'hui, il y va pour les défendre, pour les protéger du danger écologiste. Merci pour cette... Sous un autre cheval de Troie, encore un autre cheval de Troie, c'est l'écologie, la défense des citoyens contre l'écologie. À la France, elle a un bilan, elle a un bilan en Afrique. Il faut le faire. Merci pour cette réaction. Il nous reste 7 minutes. Je voudrais qu'on voit une question simple que je vous pose parce qu'on en parle souvent maintenant. On vous a déjà aussi invité sur la diplomatie. Il nous reste 7 minutes. Je voudrais vraiment qu'on se pose d'abord une première question. Dans cette crise géostratégique, Hassan Helaj, où il y a une Algérie qui est très courtisée, un pouvoir qui est très courtisé, le va-et-vient des balais, des poignées de main, est-ce que l'Algérie aujourd'hui a tout à gagner? Est-ce qu'elle a les capacités justement qu'à un moment donné, tous ces États qui viennent chercher des hydrocarbures notamment, eh bien qu'il y ait une réelle stratégie de développement pour le pays, pour ses futures générations? Est-ce que ce pouvoir algérien actuellement, alors a tout à gagner, oui, mais est-ce qu'il en a les capacités? Je pense que les puissances occidentales qui viennent en Algérie, ce n'est pas uniquement pour les hydrocarbures. Je pense que l'Algérie est un grand pays, c'est un pays clé pour un certain nombre de choses, notamment
notamment en Méditerranée, mais aussi dans le Sahel, et puis pour un certain nombre de problèmes au Moyen-Orient. Hein, elle peut avoir effectivement quelques clés au niveau des solutions en Palestine, au Liban, en Syrie, etc. Alors pour l'Algérie, je suis désolé, le temps passe vite. Pour l'Algérie, maintenant, le pouvoir, comment lui il peut se positionner et quelle est sa puissance réelle? Moi, je pense que la puissance de l'Algérie est une réalité. Elle a une réalité parce que cette puissance-là, elle la tire de la guerre de libération nationale. Donc il y a une image positive depuis 70 ans et il me semble effectivement que cette image justement s'est érodée petit à petit, mais qu'à n'importe quel moment, on peut tout à fait la remettre en scène. Ce qui me gêne, c'est son rapprochement avec des pays perdants comme la Russie, comme la Turquie, etc. Moi, je pense que la réalité géopolitique de l'Algérie, c'est tout simplement sa géographie politique. C'est tout simplement l'Europe et l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut faire des efforts. Son intention de rejoindre les BRICS est de mon point de vue une erreur stratégique, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut avoir comme apport, que ce soit d'un point de vue des transferts de technologie, que ce soit d'un point de vue de l'éducation, que ce soit d'un point de vue des échanges. L'Algérie produit essentiellement des produits pétroliers et gaziers, et ses clients, c'est essentiellement l'Europe. Je ne vois pas l'Algérie vendre du pétrole à la Chine ou à l'Inde, alors que justement il y a déjà la Russie qui est positionnée, l'Arabie Saoudite qui est positionnée. Ces rapprochements justement avec les BRICS doivent être véritablement pensés dans l'intérêt de l'Algérie, pas seulement à court terme, au niveau d'une réaction épidermique, au niveau d'une réaction juste pour dire voilà, nous sommes contre l'Occident, etc., et que nous ne sommes que ça soit pensé. On va s'aligner justement sur les BRICS. Moi, je pense que c'est une erreur d'agir sur justement, on va dire, un ordre émotif. Atman Mazit, une réaction, le pouvoir actuel, le président actuel, ses ministres, le chef d'état-major aussi qui fait de la politique. Je vais un peu direct dans ma question parce qu'il est 19h49 et je voudrais vraiment qu'on évoque une minute le cas aussi de Zaki Hanech qui représente tous les détenus. Cette Algérie, cette diplomatie algérienne aujourd'hui, est-ce qu'elle a les capacités, est-ce qu'elle a une réelle stratégie que tout ça aille dans un bon sens pour que ce pays vive autrement, que ce peuple algérien vive autrement pour lui et sur la scène internationale? Alors, l'Algérie en tant que potentiel, une force. Alors, je parle bien du pouvoir, s'il vous plaît. Je vais vite parce que malheureusement, on n'aura pas le temps. Je vous en prie. L'Algérie, oui, elle est potentiellement une puissance. Aujourd'hui, mais il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle s'exerce, cette puissance. Il ne suffit pas d'être puissant, il faut pouvoir exercer cette force, cette puissance. Or, l'Algérie, aujourd'hui, elle tourne le dos à son histoire, à sa géographie. L'Algérie est un territoire africain. Si elle tourne le dos en faisant face uniquement, en regardant simplement, en s'arrimant à l'Europe, parce qu'elle pense que son avenir est indissociable de celui de la France, comme certains pourraient penser que c'est le cas. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'avenir de l'Algérie soit intrinsèquement lié ou subordonné à l'avenir de l'Europe. L'Algérie, elle est au cœur de la Méditerranée. Elle est un pays quasi... C'est la porte principale de l'Afrique. Donc nous avons un avenir en Afrique. L'Afrique sera le continent de demain. Ce n'est pas l'avenir. L'avenir de l'Europe, il est derrière elle. Elle n'a pas l'avenir de l'Europe est derrière elle. L'avenir du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc les Algériens doivent se tourner vers leurs frères africains avec lesquels nous avons une histoire, des liens très solides, très anciens, et que nous devons réactiver, renouveler, revivifier avec tous nos frères africains, parce que l'avenir du monde se réalisera. Et d'ailleurs, tous les autres pays, la Chine, la Russie, etc.,
essaye de s'implanter en Afrique et les restants... Merci Atman Mazid. Merci infiniment, cher Amim. Voilà, on va juste, pendant que je vous parle, peut-être diffuser ce tweet de Zaki Hanash. Vous avez 30 secondes, voilà, si vous voulez réagir à ça. Mais je voulais vraiment qu'on termine sur visuel. Zaki Hanash, aujourd'hui, est condamné, donc il a été condamné dans cette semaine, le 2 mars, à 3 ans de prison par contumace. Il est en Tunisie, avec mandat d'arrêt international. Vous avez le mot de la fin, Hassan. C'est le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Atman Mazid. Il faut bien qu'on soit différent sur quelque chose. Moi, je pense très honnêtement que l'Algérie d'aujourd'hui n'a aucune espèce d'expertise ni de production industrielle, agricole, etc. à exporter vers l'Afrique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle ne peut tirer sa puissance industrielle, sa puissance éducative, etc. que de l'Europe, de son rapprochement avec l'Europe, d'autant plus que nous sommes 5 à 5 millions d'Algériens à vivre en France. Entre autres. On peut être une force justement pour des transferts de technologie. Merci. Dernier point, je pense qu'elle est piégée par la question palestinienne et la question du Sahara occidental, et je pense que l'Algérie devrait voir autrement ces deux questions-là. Merci Hassan Herash. Et mon dernier mot va aux prisonniers. Merci donc, Hassan Herash. Voilà, on voulait vraiment avoir Hossein Ghasmi, on a longuement parlé hier et aujourd'hui dans cette lien. On voulait finir bien sûr sur cette image, et on a une pensée pour tous les détenus. Slimane Azem, blessure et résilience chez l'Armatan. Merci Hassan Herash. Merci Atman Mazid. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Ben Chenouf. Le programme continue. Bonne soirée à tous.